Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, moi je m'appelle Hélène, je suis cofondatrice et présidente du collectif Basket pour toutes, qui est un collectif qu'on a créé en 2023 avec la sociologue Heifat Lili, qui travaille sur ces questions d'exclusion des femmes musulmanes de l'espace sportif depuis plusieurs années, et Timothée Gauthiero, qui est coach et président d'un club de basket dans le 93. On a créé ce collectif en 2023 parce que c'est à ce moment-là que la Fédération française de basketball, la FFBB, a introduit un nouvel article dans son règlement, qui est l'article 9.3, qui interdit le port de tout accessoire ou équipement à connotation religieuse et politique pour les joueuses, pour les coachs, pour les arbitres et pour toute personne qui participe à la rencontre. Cet article, il a été introduit en plein milieu d'une saison, c'est décembre, donc les matchs avaient commencé, les joueuses avaient déjà pris des licences. Et en fait, c'est un article qui vient consacrer un état qui était un état de fait dans le basket à partir d'un certain niveau. Pour revenir un petit peu en arrière, en 2017, la Fédération internationale de basket, la FIBA, autorise, comme plein d'autres fédérations, celle de hand notamment, et après la Fédération internationale de football, le port d'accessoires à connotation religieuse et notamment le port des couvre-chefs sportifs, les hijabs de sport qui couvrent le cou, les cheveux, mais dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. En 2017, donc, la Fédération internationale l'autorise et la Fédération française, elle, considère, et je cite, que ce ne sont pas des accessoires appropriés à la pratique du jeu. Et donc, elle en reste là, elle n'en dit pas plus. Et ce qui se passe de 2017 à 2022, à décembre 2022, c'est que dans les compétitions, vous pouvez participer, vous pouvez jouer avec votre couvre-chef jusqu'au niveau national. À partir du moment où vous arrivez au niveau national, les arbitres sont un petit peu plus réticents à vous laisser jouer et ça devient très compliqué. Mais il y a une tolérance de fait sur les niveaux inférieurs. Et en 2022, du coup, on change de rhétorique avec ce nouvel article qui se fonde du coup sur une idée que les joueuses devraient être neutres et ne devraient pas porter de signes ou accessoires politiques ou religieux. Et il y a plein d'autres fédérations qui ont suivi. Donc ça, c'est pour vous faire un petit peu l'état des lieux. Et ça nous dit une première chose, c'est que dans le sport, en ce qui concerne les femmes musulmanes, on a essayé de tirer sur toutes les cordes pour interdire le port des couvre-chefs et le port du voile. D'abord, l'hygiène et la sécurité de 2017 à 2022. Ensuite, la neutralité, une supposée neutralité des joueuses. Et ensuite, maintenant, avec la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat, donc on se base toujours sur cette laïcité dévoyée et on entend aussi dans le débat public des questions d'égalité homme-femme qui justifieraient qu'on interdise les signes religieux. Pour revenir un petit peu plus au sujet de la table ronde, il y a cette idée, vraie ou fausse, supposée, peu importe son avis, que les religions seraient contraires au mouvement féministe par essence et que le voile, plus précisément, quel que soit, que ce soit le voile dans l'islam, dans le judaïsme ou dans le christianisme, serait un symbole de la soumission des femmes aux hommes. Et en France, on a aussi cette idée que pour être solidaire des mouvements féministes, pour être solidaire des femmes afghanes, pour être solidaire des femmes iraniennes, eh bien, il faudrait enlever ce voile qui serait un symbole de l'oppression, de l'obscurantisme et de tous les ismes qui vont avec. Ça repose sur une idée islamophobe, évidemment. Et l'islamophobie, il faut le dire et le répéter, c'est une discrimination qui est genrée par nature. C'est-à-dire qu'on considère que les femmes musulmanes sont soumises aux hommes musulmans, qu'elles sont incapables de prendre des décisions par elles-mêmes, qu'elles sont des voiles, donc elles ne sont pas humaines, elles sont réduites à un accessoire, qu'elles sont un groupe homogène, les voilées, donc qu'elles n'ont pas de personnalité, qu'elles ne sont pas des individus à part entière, et qu'en plus elles sont soumises donc aux hommes, à leurs maris, à leurs frères, à leurs pères, aux imams, peu importe. Et à côté, on a les hommes musulmans qui sont dépeints comme des menaces, des oppresseurs, des barbares en puissance, donc avec tout l'imaginaire aussi colonial et raciste qu'il y a derrière. Et en plus de ça, les femmes musulmanes sont aussi des agents du prosélytisme, des menaces pour l'ordre public. Et ce que la sociologue Hanan Karimi appelle l'ennemi musulmane, c'est-à-dire que les femmes musulmanes remettraient par leur simple existence, notamment lorsqu'elles portent le voile, en question toutes les valeurs de la République.
Les conséquences de ces préjugés, c'est déjà un renforcement d'un climat islamophobe, sexiste et raciste en France, qui permet des sorties, je ne sais pas si c'est des sorties d'ailleurs, il y en a tellement, qui permet en tout cas à Bruno Retailleau de déclarer lors d'un meeting public « Vive le sport !» et donc à bas le voile, bien sûr, sans qu'il y ait aucune conséquence et sans qu'on demande aux femmes musulmanes, notamment celles qui portent le voile et qui font du sport, ce que ça a eu comme effet sur elles, sur leur santé mentale, sur leur pratique. Nous, Basket pour tous, on a reçu des dizaines de messages après l'adoption de la proposition de loi de jeunes filles, de jeunes femmes, de mamans, de papas, qui sont en panique totale parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer pour leurs enfants ou pour elles-mêmes. Ils ne savent pas si elles vont pouvoir continuer à faire du sport, pour celles qui font du sport dans des fédérations qui n'interdisent pas encore le port des signes religieux. Qui ont peur d'aller dans des clubs. Nous, on reçoit souvent des messages de jeunes filles qui nous disent « Mais est-ce que vous avez un club à me recommander ? J'ai très peur qu'on m'interdise l'accès à l'entraînement. » Donc maintenant, le sport, c'est plus une liberté, c'est plus un accès libre. Vous avez plus, la seule condition, c'est pas que vous soyez en bonne santé et que vous payez votre licence. Pour les femmes musulmanes, il y a cette peur en prévention qui les pousse à rentrer en contact avec des collectifs pour savoir si elles vont pouvoir faire du sport librement. Et je trouve que c'est quand même assez inquiétant et qu'il faut le souligner. L'autre cause-conséquence, c'est la multiplication des régimes d'exception. Je pense que ça a déjà été mentionné, c'est pas propre au sport, mais c'est un espace de plus dans lequel on aimerait imposer une neutralité à des usagers et des usagères d'un service public. Et c'est un espace de plus qui devient un espace de restriction, un espace de peur, un espace de mal-être. Donc on restreint nos droits et on renforce des règlements qui sont pourtant illégaux. Je vous donne un exemple, la Fédération française de rugby, qui jusque-là autorisait le port du couvre-chef à connotation religieuse. La saison 2024-2025, elle a introduit un article similaire à celui de la FFF et de la FFPB, donc qui interdit les équipements à connotation religieuse ou politique. Pour cette saison 2025-2026, ils ont dû consulter un juriste et le règlement a changé. Les accessoires ou équipements à connotation religieuse et politique sont interdits lorsqu'ils posent une menace d'un potentiel trouble à l'ordre public. Donc ils ont renforcé les règlements pour les rendre plus ou moins imparables en cas de contestation devant les juridictions, mais en pratique, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on limite l'accès au sport à des femmes. L'autre conséquence et le lien avec le sujet de cette table ronde, c'est qu'en tant que femmes qui portons un signe religieux distinctif, on n'est plus des êtres à part entière avec une capacité de penser, et ça revient au commentaire qui a été fait suite à la dernière table ronde, c'est-à-dire qu'on est perçu comme ne pouvant réfléchir que sous le prisme du religieux, et tout ce qui va sortir de notre bouche est forcément dicté par nos pères, nos maris ou l'islam. Et tout ce qu'on va porter, peu importe que ce soit des signes religieux ou pas, vont être perçus comme des signes religieux. Je vous donne un exemple. Dans le basket, nous, on a 2 membres du collectif qui sont coachs, et donc qui, en tant que coach, au sein de la FFBB, n'ont pas le droit de porter de foulard. Donc elles se sont dit, bon, j'ai pas le droit de porter mon foulard, j'ai envie de continuer à coacher. Ça, c'est rare, hein, les femmes coachent dans le basket. Je vais mettre une capuche qui va couvrir mes cheveux, qui va couvrir mon cou, et qui n'est pas un signe religieux. Elles ont quand même été sanctionnées, et elles ont été sanctionnées pour dissimulation du couvre-chef à connotation religieuse. Je cite les conclusions de la commission de discipline. Donc, ça nous fait rire, mais c'est très inquiétant. C'est comme toute la polémique qu'il y avait autour de la abaya, c'est-à-dire que finalement, vous êtes contrôlé au faciès sur votre tenue. Si on sait ou si on pense que vous êtes musulmane, tout ce que vous portez devient un signe religieux, quand bien même vous essayez de vous plier au règlement et de porter des accessoires qui sont neutres. Ce qu'on voit aussi au sein de Basket pour toutes, c'est que en tant que femme musulmane, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de prendre la parole. On nous retire le droit de défendre nos propres droits et le droit des femmes. Par exemple, sur la question des femmes iraniennes ou afghanes, on nous retire notre droit à la solidarité. On n'a plus la possibilité de dire non, mais en fait, c'est inquiétant pour tout le monde, c'est révoltant pour tout le monde. Et nous aussi, on est offusqués par ce qui se passe. Parce qu'on va tout de suite nous dire que c'est une honte qu'on ose porter le voile, alors qu'il y a des femmes dans le monde qui sont forcées de le mettre.
On voit aussi que dans le combat féministe, les femmes musulmanes sont totalement occultées, y compris sur les sujets qui sont des sujets historiques des luttes féministes, par exemple l'accès au travail. Une femme qui porte le voile en France, ses chances d'obtenir une réponse positive à une candidature, elles sont proches de 0. On est à moins de 1%. Et il y a plusieurs études qui le démontrent, alors qu'il me semble que l'accès au travail et l'indépendance économique et financière, ça fait partie des luttes historiques du féminisme. Dans le sport, c'est 51%, alors c'est des chiffres qui datent un peu, on est en 2012, c'est 51% des adolescentes qui pratiquent du sport. Et c'est un chiffre qui chute à partir de la puberté, et c'est 32% dans les quartiers prioritaires de la ville, alors qu'on sait tous les bénéfices du sport sur la santé, l'émancipation, le lien social, etc. Sur les violences sexistes et sexuelles, les femmes musulmanes représentent 80% des victimes d'islamophobie, de comportements ou de propos islamophobes. Et je rappelle que demander à une femme d'ôter un habit pour accéder à un service public, à du sport, à une éducation, peu importe, c'est une violence de genre, c'est une violence sexiste, c'est une violence sexuelle. Et ça, c'est trop longtemps occulté. Et quand on défend le droit des femmes musulmanes, quand le féminisme que je vais me permettre de qualifier de féminisme blanc et non intersectionnel défend le droit des femmes musulmanes, c'est souvent sous le prisme du droit à disposer de son corps. Ce qui est super important, évidemment. Mais alors ça n'a pas l'air d'être le cas au sein de la LDH, je ne sais pas, mais il y a certains mouvements qui ne parlent pas du tout de la liberté de conscience, de pensée et de religion, alors qu'il faut défendre le droit des femmes à porter le voile aussi sous ce prisme-là, parce que sinon on affaiblit cette liberté-là. Notre droit, enfin le fait qu'on puisse porter le voile et qu'on porte le voile, c'est pas juste le droit à disposer de son corps, c'est pas juste le droit de participer à la vie culturelle, c'est pas juste tous ces autres droits, c'est aussi défendre la liberté de conscience et religieuse qui inclut la liberté de manifester une appartenance religieuse en portant le voile. Et ça, c'est important parce que sinon, on affaiblit les libertés fondamentales et sinon, on n'est pas dans un féminisme qui est un féminisme intersectionnel. Très souvent, on entend « moi, je suis contre le port du voile, mais je défends le droit des femmes à disposer de son corps ». Non, c'est pas la question, à mon humble avis. Soit on défend tous les droits de la même manière, soit on ne les défend pas. Finalement, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je pense que je me suis aussi tenue à mon timing, mais s'il y a des questions, évidemment, ça sera avec plaisir pour y répondre. Merci beaucoup.